Après avoir fait des épisodes pour Undertale et FNAF, je me suis dit que c'était le moment pour finir d'enfoncer les portes déjà ouvertes. On n'aura qu'à dire que c'était une trilogie sur les jeux indés surcotés. Tu connais pas Bundy and the Ink Machine? Bah, je pense qu'on va s'y mettre de suite, parce qu'il y a pas mal de trucs à rattraper. Bundy and the Ink Machine est un jeu d'horreur indépendant disponible sur Steam depuis 2017. Encore une fois, malheureusement pour les non-anglophones, ce jeu est entièrement en anglais. Mais bon, se forcer à entendre de l'anglais, je suppose que ça aide à s'améliorer. Il a été développé par The Meatly Game, un studio fondé par deux personnes, Mike Mood et The Meatly. Ouais, on est d'accord, The Meatly c'est un pseudo. A priori, le vrai nom de ce mec n'est pas connu du grand public. C'est un peu un Daft Punk du jeu vidéo. Dans le délire, The Meatly se représente par 7 marionnettes, et cette marionnette a même une chaîne YouTube. N'hésite pas à y faire un tour, c'est étrange. Bundy and the Ink Machine est vendu par épisode, un peu comme on avait pu voir ça avec Life is Strange. Ces chapitres sortent un par un. Le jeu devrait comporter à terme 5 épisodes, et en comptabilise 3 à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ils sont respectivement intitulés Moving Picture, The Old Song et Rise and Fall. Le premier épisode gratuit servait et sert encore de démo pour montrer aux joueurs à quoi ressemble le délire et lui donner envie d'acheter la suite pour continuer l'aventure. Les épisodes n'étant pas sortis en même temps et n'ayant pas été réalisés avec le même budget, ils sont de plus en plus longs et la qualité va très clairement en s'améliorant. Niveau gameplay, Bundy and the Ink Machine s'inspire de classiques du jeu d'horreur. Les 2 premiers épisodes sont axés exploration. Il faut récolter des objets dans des niveaux labyrinthiques pour résoudre des énigmes et ainsi avancer. C'est un peu le même modèle de progression que ce qu'on peut trouver dans un vieux Resident Evil, mais avec une caméra bien entendu à la première personne. Les développeurs ont cependant ajouté une mécanique intéressante. Les objets utiles aux quêtes sont répartis de manière aléatoire entre plusieurs positions possibles. Du coup, chaque partie de Bundy sera différente. D'ailleurs, les objets sont parfois assez complexes à dénicher, ce qui peut s'avérer frustrant. Personnellement, j'ai déjà été bloqué, et à mon avis, le mieux dans ce cas de figure, c'est de reset sa partie. Le 3e épisode du jeu implémente des phases d'hide and seek à la manière dans Outlast ou dans Alien Isolation. On a même le droit aux petites armoires dans lesquelles on peut se cacher. Donc un grand classique. Et les développeurs utilisent quelque chose qui va très bien avec le hide and seek. Notre personnage est une énorme merde. Je suis pas sûr, mais je pense que si j'étais dans le même merdier, je courrais carrément plus rapidement. Au final, ça nous rappelle à quel point notre personnage est fragile. Et ça fonctionne. Oui, mais alors, du coup, si ce jeu est un classique niveau gameplay, qu'est-ce qui fait qu'il est aussi bien? Eh bah, c'est tout con. Tout le reste est incroyablement bien dosé. D'abord, l'ambiance sonore est vraiment travaillée, nous plongeant pleinement dans une atmosphère oppressante et malsaine. L'immersion de Bundy and the Ink Machine est aussi renforcée par des graphismes étonnants. Ce titre nous propose un style cartoon dans des teintes sépia assez sombres avec des traits épais, comme dans Borderlands 2, mais en beaucoup plus épuré. Des flous vraiment bien gérés viennent rajouter de l'authenticité aux distances et aux mouvements. La lumière est elle aussi extrêmement bien utilisée. Au final, la réalisation est tellement bonne que la découverte d'un objet fixe qui n'était pas là auparavant, accompagné d'une simple note au violon, suffit à nous effrayer dans le premier chapitre. En plus de ça, ce style cartoon faisant référence au dessin animé des années 50 est utile à l'intrigue, parce que, bien évidemment, l'histoire du jeu a un rapport avec les dessins animés. Dans Bundy and the Ink Machine, on incarne Henry, un dessinateur contacté par son meilleur ami Joe et Drew. Ils dessinaient autrefois ensemble, mais se sont perdus de vue avec le temps et n'ont pas retravaillé tous les deux de concert depuis 30 ans. Joe, dans une lettre, propose à Henry, donc nous, de venir faire un tour dans l'atelier. Et du coup, on y va. Joe a priori perfectionné depuis 3 personnages principaux d'un dessin animé, Bundy, Boris et Alice Angel. On peut d'ailleurs reconnaître une inspiration de Mickey et Dingo dans les personnages de Bundy et Boris. C'est un peu leur version hardcore et viscérale en somme. Au bout d'un certain temps d'exploration, on découvre la fameuse machine à encre qu'on active. Et puis là, comme tu peux t'en douter, tout part littéralement en couille. Des pentacles sataniques aux bestioles faites d'encre qui veulent nous bouffer la gueule, on est dans un merdier des plus totales. En plus, les personnages que j'ai évoqués plus tôt s'avèrent ne pas être de simples dessins, et ils sont clairement moins mignons que sur les illustrations du chapitre 1. Des leitmotivs reviennent assez souvent, comme des messages sur les murs qui nous mettent en garde par rapport à pas mal de trucs. C'est d'ailleurs dans de ces graffitis que vient la phrase que tu as peut-être déjà croisée. The creator lied to us, ce qui donne en français le créateur nous a menti. Plus l'intrigue avance et plus Bundy and the Ink Machine devient glauque. En fait, au début du jeu, très sincèrement, vu comment c'était gentil, je ne m'attendais pas à ce que ça dégénère à ce point-là. Cette intrigue, à cause du caractère épisodique de Bundy, n'est bien évidemment pas complète pour l'instant. Il faudra attendre que les autres chapitres sortent pour vraiment comprendre le background de ce jeu. De ce qu'on peut voir, pour l'instant, à la manière d'un Scott Cawthon, les développeurs de Bundy aiment ne pas nous livrer tout ce qu'on aimerait savoir sur un plateau d'argent, laissant la communauté spéculer sur son expérience de jeu et sur ce qui va suivre. D'ailleurs, si tu as des théories
théories, n'hésite pas à les balancer en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. Du coup, il y a pas mal d'analyses qui commencent à pop un peu partout. The Game Theorist a par exemple promis une vidéo sur ce jeu. En fait, cette licence commence à conquérir de plus en plus de joueurs. On peut déjà trouver des fansongs et fanart à foison comme c'est le cas pour Undertale. Il y a d'ailleurs un easter egg assez sympa qui permet d'entendre en jeu, dans le chapitre 2, un fansong de Da Game. Et tant qu'on parle d'easter egg, The Mythly s'est représenté dans une pièce secrète par son avatar en Stickman, comme John Romero l'avait fait autrefois avec Doom. Pour conclure avec Bendy, je dirais que ce titre fait partie de cette catégorie de jeux indépendants qui essaye de nous proposer une expérience de jeu unique en remasterisant des codes assez classiques, avec de nombreux clins d'œil faisant plaisir quand on les repère. Je te conseille, comme d'habitude, de tester ce jeu, il vaut vraiment le détour. J'ai aussi fait des épisodes sur Undertale et FNAF que je t'invite à checker. Et en attendant, moi je te laisse. Mais surtout, n'oublie pas que les jeux vidéo rendent violents.